Bon, alors, je voudrais d'abord commencer à m'excuser auprès de vous pour des raisons futiles et des raisons moins futiles. Raison futile, c'est évidemment l'heure de l'après-midi où j'interviens, c'est la pire, elle est très connue des intervenants. C'est le moment où le public, c'est la pause dite post-prandiale, c'est le moment où la sieste commence, le besoin de sieste commence à se faire jour chez l'ensemble des participants. Donc c'est le pire moment pour un intervenant, parce que les gens, ils ont envie de se reposer, de s'assoupir. Et donc, mais je pense que j'ai une voix qui berce un peu, donc je vais essayer de vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, de basculer dans cet univers. La seconde raison est beaucoup moins futile. J'ai entendu toute la journée des choses infiniment denses, très graves, très belles, très douloureuses, très émouvantes, et je vais aborder des œuvres qui peut-être vont vous paraître beaucoup plus futiles. C'est évidemment le sens de mon propos. Je vais essayer de justifier cette démarche. J'espère de tout cœur qu'elle ne choquera personne. Mais je vais essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles j'avance sur la pointe des pieds. Premier obstacle, la piètre. Je vais vous parler donc de fiction pour adolescents et jeunes adultes. Et le premier obstacle, c'est la piètre réputation dont bénéficient les adolescents dans la sphère académique, où l'on tient volontiers un tel public pour immature, futile et déconnecté. Rendez-vous compte, ce sont ces mêmes ados qui, au mépris de toute convenance, n'hésitent pas à partager leurs selfies en plein mémorial de Berlin, au point de devoir être rappelés à l'ordre par leurs aînés, comme dans le projet Holocaust qui en stigmatisait l'indécence et l'infantilisme. La seconde difficulté est une question de choix. Le lectorat adolescent a généralement peu d'appétence pour les romans historiques, souvent conseillés par les enseignants, et il se tourne plus volontiers vers les dystopies, uchronies, histoires de vampires, fantasy et autres contes de fées. Tout texte qui parle de la Shoah. D'où le dernier problème, probablement le plus crucial. Si l'on considère que toute représentation de la Shoah fait débat, au nom de ce qu'aucune histoire ne saurait prétendre rendre compte de cette histoire, au point que même les intrigues réalistes sont passées au crible d'un regard attentif à traquer les dérives de la narration, alors les créations faisant le pari d'une inventivité débridée seront d'autant plus suspectes. Et tous les connaisseurs de la saga Harry Potter savent à quel point J.K. Rowling s'est vue reprocher le fait de l'ensemble des références qu'elle a pu faire au nazisme. Cette méfiance fondamentale jalonne toute la seconde moitié du XXe siècle. Adorno, bien sûr, écrire un poème après Auschwitz et barbare, mais aussi Blanchot. Il y a une limite où l'exercice d'un art, quel qu'il soit, devient une insulte au malheur. Lanzmann, dénonçant de faux romans, un mensonge fondamental, un crime moral, un assassinat de la mémoire. Ou encore Steiner et son injonction au silence. Mieux vaut s'arracher la langue que de rendre hommage au bestial par son art. Même des créateurs ayant eu recours à la narrativité romanesque ou iconique expriment un malaise identique. Wiesel reconnaît d'un côté que le roman peut aider à entretenir la flamme tout en craignant que la fiction travestisse, voire remplace la réalité. Ou Spiegelman, qui revendique la part d'invention de Mauss, tout en déplorant la vogue de ce qu'il appelle le holo-kitsch. Le poids de prescription reste si prégnant que les éditeurs, s'essayant au genre du young adulte, avancent avec prudence. Prenons l'exemple de Briar Rose, de Jane Yolen. Réécriture de la Shoah au prisme du conte de la Belle au bois dormant, le livre affiche d'abord la carte de l'imaginaire en s'inscrivant dans la collection Fairy Tale. Ce qui lui vaudra d'ailleurs, quelques années plus tard, le Mythopoietic Fantasy Award. Et puis l'auteur gagne en reconnaissance au fil des ans, reçoit en 2022 la consécration des National Jewish Books Awards, et là, les éditions successives assument la référence à l'événement fondateur en l'explicitant sur les couvertures, A Novel of the Holocaust. Remarquons que, c'est une petite parenthèse, les fictions sur l'Holocauste de Yolen, qui sont très nombreuses, ne sont pas traduites en France, alors qu'elles sont régulièrement utilisées dans les établissements secondaires américains.
Sans doute parce que l'édition française reste tributaire d'un modèle privilégiant une culture de la mimésis et le rôle du roman historique dans la transmission de la mémoire. Et j'interprète de la même manière le glissement traductif de The Storyteller en anglais à Pardonne-lui en français, sans doute parce que l'environnement français, moins réceptif à la capacité imaginante, préfère valoriser une éthique de la mémoire plutôt que sa construction poétique. Il n'empêche, qu'on le veuille ou non, le paysage éditorial du troisième millénaire s'est transformé en profondeur, s'ajustant aux mutations profondes du paradigme de transmission, aux prescriptions verticales par lesquelles les aînés transmettaient aux plus jeunes un capital légitimé. La systématisation du numérique et l'influence croissante des réseaux sociaux ont fait se succéder un régime de circulation horizontale, privilégiant la communication générationnelle et les communautés d'appartenance. D'où la coexistence aujourd'hui de deux continents, qui sont aussi deux façons différentes d'appréhender le monde, selon que seront valorisés réel ou virtuel, raison ou imagination. Emblématique, l'exemple du jeune Max, interrogé par Alexandra Heuser dans le cadre de ses travaux sur les pratiques culturelles des adolescents allemands en relation avec le passé national. Le jeune Max se souvient très mal de mon ami Frédéric. C'était un peu loin du sujet, je ne me rappelais plus très bien, etc. Et reconnaît préférer de très loin Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. On aurait tort de brocarder cette propension à l'immersion fictionnelle. Outre qu'elle constitue aujourd'hui le mode d'être privilégié de plusieurs centaines de millions de lecteurs, spectateurs, joueurs à l'échelle de la planète, elle marque aussi un passage obligé dans le processus d'individuation qui caractérise cette tranche d'âge. Permettez-moi d'en rappeler rapidement les raisons. Période de transition entre la position égocentrée de l'enfant et celle allocentrée de l'adulte, l'adolescence se vit dans un état d'écartèlement psychocognitif. D'un côté, la prise de conscience qu'il est possible d'objectiver tout phénomène par des coordonnées extérieures, le monde existe avant moi. De l'autre, la tentation de prolonger l'origo de l'enfance en faisant du réel une construction psychique. Le monde se construit à partir de moi. Alors, cette tension clivante entre identité et altérité exacerbe chez les jeunes générations le conflit entre les degrés de réalité. Élargir à l'imaginaire les limites du temps et de l'espace vécu permettra en effet de contrecarrer les contraintes de la contingence, malaise du corps en métamorphose, conflit avec les valeurs adultes, en testant d'autres hypothèses, existentielles ou interprétatives, des plus crédibles aux plus irrecevables. Rappelons aussi, cette fois d'un point de vue sociologique, que l'adolescence reste une construction historique, à travers laquelle des sociétés en mutation ont tenté de gérer leur évolution en se dotant d'un miroir permettant de penser à la fois le besoin de changement et la peur des mutations. Il en résulte un paradoxe fondamental qui structure le développement du sujet adolescent. Défini à rebours par un principe de négation, tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte, le jeune se voit intimé par le monde des aînés une ontologie en creux, sorte de théologie négative, lui signifiant son impossibilité d'exister en tant que tel, et l'enjoignant à se définir dans le changement. Il en résulte une incapacité structurelle à se situer dans les cases de la reconnaissance sociale et, a fortiori, de la mémoire partagée, et la tentation corrélative d'aller arpenter les corridors du territoire mental qui lui a été assigné en guise d'espace de vie. On comprend mieux alors l'appétence obsessionnelle des jeunes pour les fictions de l'imaginaire, monde virtuel, métavers, qui constituent une part déterminante de leur référentiel. Ce n'est pas pour rien que la doxa dit de l'adolescence qu'elle est l'âge de tous les possibles. À partir du moment où le sujet se voit dénier toute certitude identitaire, il lui faudra bien arpenter l'ensemble des scénarios alternatifs. Et puisque les sociétés modernes ont supprimé tous ces rites de passage par lesquels les civilisations se sont longtemps efforcées d'accompagner le passage de l'enfance à l'âge adulte, il n'est pas illégitime de penser que les adolescents, sevrés de rituels, les aient reconstitués eux-mêmes. J'avance l'intuition qu'ils ont été puisés pour cela dans l'expérience fictionnelle, l'une des plus à même d'offrir aux individus les phases de symbolisation nécessaires pour dépasser leurs tensions constitutives. L'adolescent se construit donc dans l'exploration de ses limites, et comme la fiction constitue son mode d'être privilégié, c'est en testant le seuil de résistance de ces fictions qu'il pourra consolider sa propre appréhension de la réalité.
Or, dans l'ordre des événements historiques à forte portée psychocognitive, la Shoah fait partie précisément des points névralgiques où vacille la capacité d'une civilisation à penser sa cohésion identitaire et sa coexistence au monde. Comme l'ont fait remarquer plusieurs philosophes contemporains, la seule existence de l'Holocauste remet en question le principe même de toute existence. Pour Lyotard, par exemple, la Shoah porte atteinte aux outils mêmes de la rationalisation, de l'analyse et de l'interprétation. Pour Jean-Luc Nancy, je cite, « La question de la représentation d'Auschwitz ne peut pas se résoudre en dehors d'une autre question. Qu'est-il advenu à Auschwitz de la représentation elle-même » Donc on en vient dans ce deuxième type de discours au constat que l'événement excède toute possibilité de retranscription. Quintessence d'ontologie négative, la Shoah a intrinsèquement produit les conditions de son indicibilité. D'où l'envie de formuler l'hypothèse que les fictions de l'imaginaire constituent une façon, somme toute recevable, d'aborder un moment de l'histoire impossible à appréhender, justement parce qu'elles constituent la réponse naturelle recherchée par une génération éminemment sensible aux crises existentielles et au blocage de la communication. The bright tale of Sleeping Beauty, the dark tale of the Holocaust, twin together. La littérature contemporaine pour adolescents produit ainsi les conditions d'une relation renouvelée au passé, en assumant le risque de l'invraisemblance pour mieux sensibiliser ses lecteurs, eux-mêmes en situation d'existence problématique, à l'impensabilité de l'histoire. Il en résulte d'abord une stratégie de l'évasion assumée et le recours à ce qu'on pourrait appeler une poétique de la non-plausibilité, empruntant aux univers du surnaturel et de l'ailleurs pour transfigurer la représentation mimétique au profit d'un entrelacement des niveaux de réalité. Ici, en haut, des passages naturalistes exemplifiant l'animalisation des prisonniers de camp. Là, en bas, les figures atemporelles du conte. Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, Hansel et Gretel, le joueur de flûte de Hamelin, Jacques Haricot magique, etc. Paradoxalement, le recours aux impossibilités référentielles, les ogres à leurs bottes, les chiens à 9 têtes, est moins un déni de vraisemblance qu'un surcroît de signification. Mettre en évidence des magiciens et des vampires, des trolls et des nains, des ogres et des sorcières, c'est aussi bien dire que, d'une période qui passe l'entendement, on ne peut rien dire sans renoncer aux formes usuelles de l'entendement. Amsalen rapportait l'angoisse de Primo Levi et de ses compagnons d'infortune, convaincus que personne ne les croirait étant donné le caractère incroyable et inimaginable de leur témoignage. On retrouvera le même constat, par exemple, dans Gretel and the Dark, à la façon d'un leitmotiv obsessionnel, des choses si affreuses que personne ne me croira et que je ne peux pas te les raconter. Et donc, dans ces conditions, pourquoi ne pas exacerber la logique de l'illogique en multipliant les situations irrationnelles ? C'est dans Gretel and the Dark ce que fera l'héroïne en recourant aux 1001 contes de la mémoire populaire, remédiation possible aux apories de la transmission. Surprenant en première analyse, le principe a pour lui d'abord de tirer les leçons de la grande histoire et simultanément de transformer le regard porté sur elle. Car en systématisant le recours aux créatures surnaturelles, donc en rompant tout risque d'illusion fictionnelle, les récits en exemplifient la dimension symbolique. Le conte ne se suffit plus à lui-même. L'incipit traditionnel, il était une fois, ne convient plus et appelle une reconfiguration du regard vers un outside of time, ou une autre foi, ou une foi qui n'est pas la meilleure des fois, parce que je m'aperçois que je ne peux pas débuter ainsi, ce n'est pas ce genre de conte. Les motifs deviennent alors les arcanes d'un grand jeu, si déconcertant qu'il oblige l'esprit à personnaliser ses grilles d'analyse. Yolène, je me souviens de ce conte, on dirait que d'une certaine façon il parle aussi de ma propre histoire. Ou encore Picou, je savais que le Hauptschaftsführer ne voyait pas seulement un divertissement dans mon roman, mais surtout une façon de comprendre la relation compliquée entre son frère et lui, entre le passé et le présent, entre sa conscience et ses actes. Ainsi, la déréalisation par l'imaginaire est-elle une façon détournée de revenir au réel, dont elle permet de sonder la noirceur. Derrière le château, le camp, sous l'ogre ou l'ours, l'Oberführer. Plus on se croit s'éloigner de la vraie vie et plus l'invention vous y ramène,
peut-être est-ce ce qui arrive quand on invente des histoires à l'intérieur d'histoires qui sont elles-mêmes des contes de fées, elles deviennent horriblement réelles. La littérature assume ainsi le rôle que Krakauer assignait en son temps au cinéma, du bouclier de Méduse, permettant à Thésée de regarder en face l'horreur sans être détruit par elle. Idée reprise depuis à propos des films sur la Shoah. Pour Baron, par exemple, la non-adéquation de tels films avec la réelle historique crée les conditions d'une expérience traumatique où le sujet contemporain pourra prendre la mesure d'une découverte métaphysique, celle du mal en action. C'est à une conclusion similaire que se range l'anthropologue sociologue Jack Zipes dans son analyse des contes de fées, analyse qui est citée précisément en exergue du roman Briar Rose. Je cite « Les formes orales et littéraires du conte de fées sont ancrées dans l'histoire. Elles sont le résultat de luttes spécifiques pour humaniser les forces bestiales et barbares qui ont terrorisé nos esprits et nos communautés de manière concrète, menaçant de détruire le libre arbitre et la compassion humaine. Le conte de fées part à la conquête de cette terreur concrète par des métaphores. » La deuxième étape de la stratégie romanesque tient à un maniement déconcertant de la temporalité, qui fait voler en éclats la perception millénaire d'une linéarité historique conduisant du passé vers le futur. Ici, les paradoxes se multiplient, à commencer par le voyage dans le temps, qui voit dans cet autre livre de Yolène, la jeune Anna Stern être transportée de sa petite ville américaine d'aujourd'hui dans un camp de la mort en 1942. Un tel scénario est plus dérangeant qu'il n'y paraît. D'abord parce qu'il inverse la relation traditionnelle de la transmission mémorielle, des aînés vers les plus jeunes. Ici, au contraire, et à la différence du contrat mimétique, qui imposait la distance respectueuse vis-à-vis d'un témoin à honorer dans son altérité historique, ici, le retour en arrière marque l'avènement du sujet contemporain, appelé à devenir le héros de l'histoire. Alors, ce potentiel d'identification dont témoigne l'immense succès du roman aux États-Unis, et d'ailleurs avec une adaptation cinématographique, comme vous vous en doutez, ce potentiel d'identification devient, je crois, une façon non négligeable d'inciter les jeunes générations à se rebrancher aux sources mêmes de l'histoire. Ce jeu avec la chronologie se retrouve dans Gretel and the Dark, qui pousse le paradoxe à la limite de la rupture. Le roman alterne entre deux temporalités narratives qui correspondent à l'histoire de deux jeunes filles à deux époques distinctes. Lily, simple d'esprit recueillie par le docteur Breuer dans La Vienne fin de siècle, où elle annonce qu'elle est venue tuer dans l'œuf le monstre humain qui détruira plus tard le monde. Et Christa, préadolescente immature, errant dans un environnement baroque qui se révélera au fil du récit être Ravensbrück. Le génie du roman est de superposer peu à peu ces couches temporelles en amenant à comprendre, à rebours de toute causalité logique, que les deux jeunes filles n'en font qu'une et que la plus ancienne, celle de La Vienne fin de siècle, est en fait la réincarnation de la plus récente. La linéarité passé, présent, futur est bouleversée de fond en comble, renversant ici encore le principe de filiation au service d'une circulation transgénérationnelle visant à impliquer et mobiliser la jeunesse du millénaire nouveau. Autre cas de distorsion temporelle, les ensembles uchroniques, qui revisitent l'histoire dont ils proposent des relectures contrefactuelles où les nazis ont remporté la guerre et installé des dictatures dystopiques. Les intrigues fourmillent d'enjeux philosophiques avec une tension dialectique entre destin, libre arbitre, déterminisme, je subis mon destin, ou détermination, il sera ce que j'en fais. Il en résulte, dans ces uchronies, une réflexion sur la responsabilité des individus. Le basculement dans une réalité alternative favorise la prise de conscience progressive du jeune protagoniste ou du jeune lecteur. En début de récit, le déni d'imputabilité lié à la distance générationnelle. Je n'ai que 17 ans, je ne peux pas être responsable de quelque chose qui s'est déroulé à une lointaine époque. C'est exactement ce que Rachel a entendu, hein, quelle que soit cette chose. En fin de roman, prise de conscience que toute humanité engage une forme de culpabilité. Je me sens responsable, je me fais l'effet d'être une meurtrière, comme mes ancêtres avant moi. Le cas des uchronies conduit enfin à aborder la question de la transmission et de la communication, en faisant toucher du doigt la nature problématique de tout récit historique.
comme le souligne la jeune Christa dans Allégeance, quelque chose m'échappe dans cette histoire, et je suis bien incapable de savoir quoi exactement. Pourquoi le gouvernement serait-il amusé à manipuler tout un peuple ? Le régime SS contrôle la planète depuis 2 siècles, c'est un fait qui ne demande pas à être démontré puisqu'il est avéré. Mon peuple a gagné la Seconde Guerre mondiale, nos livres d'histoire sont là pour en attester. Donc comment pourrait-il en être autrement ? Je ne peux pas le concevoir, ni même l'accepter. Cette idée est inconcevable. Et l'inconcevable ici, c'est le fait que les livres d'histoire puissent être des histoires comme les autres. Autrement dit, des récits, voire des fictions parmi les fictions. Or justement, la Shoah est souvent identifiée comme l'un des points de départ de ce qu'il est convenu d'appeler la postmodernité, dans la mesure où elle est ce moment du devenir historique, où vole en éclats la foi positiviste dans le progrès des civilisations, et où le postulat d'une objectivité de l'histoire s'effrite au profit d'une réflexion sur la fragilité des grands récits. Or, puisque les générations du 3e millénaire sont les héritières de cette ère du soupçon généralisé qui irrigue le monde contemporain, de son flux de fake news, théories du complot et autres révisionnismes, alors il est décisif et même déterminant de les sensibiliser à la fabrique de tels discours, en leur faisant toucher du doigt la façon dont toute société se construit par voie de régime de croyance et de discours d'autorité. Alors, nos romans, qu'on croyait de l'imaginaire, prennent en charge cette initiation sous la forme d'une métafiction sur ce que raconter veut dire. Tous les personnages sont des conteurs, construisant des intrigues qu'ils livrent à l'adhésion de leur père. Gemma se raconte à sa petite fille en Belle au bois dormant. Christa fait des contes de sa nourrice un mantra pour stimuler son compagnon d'évasion de Ravensbrück. Minka, the storyteller, rédige un roman de vampire qui captive ses compagnes d'emprisonnement et même l'un de ses geôliers, lequel finira par la sauver pour connaître la suite de l'histoire. Les intrigues sont donc aussi une métaphore de la lecture. Nombre de personnages se retrouvant en situation de déchiffrer les mêmes histoires fantastiques que leurs lecteurs, les lecteurs d'aujourd'hui, qu'ils incarnent à l'intérieur du texte. Donc, de la même façon que les héroïnes de Briar Rose, Storyteller ou Gretel survivent à l'extermination grâce au pouvoir des contes qui les maintiennent en vie, de la même façon, la perpétuation de ces contes au XXIe siècle maintient vivante la flamme d'un souvenir que la disparition progressive des témoins rend de plus en plus fragile. De la survie psychique d'alors à l'empathie fictionnelle d'aujourd'hui, une chaîne de transmission se crée dans le partage, intra- puis extra-romanesque, de petits récits à travers lesquels se redessinent les chemins de la mémoire partagée. Je cite Briar Rose, « Comment peuvent-ils avoir un futur puisqu'ils sont morts ?» Ah, mais le futur, c'est quand les gens parlent du passé. Donc si le prince connaît toutes les vies passées et les raconte aux gens à venir, alors le prince vivra encore et encore dans le futur. Et on voit avec ce dernier exemple que les personnages sont également des herméneutes, dissertant sur la nature d'une intrigue, sur les effets d'une formulation, s'interrogeant sur le fonctionnement cathartique de l'imagination, analysant l'histoire culturelle des contes, ou commentant la signification des récits rencontrés à la façon d'universitaires analysant un corpus. Quoi lire, qui croire et comment interpréter deviennent alors les questions existentielles majeures où se jouent les destins des protagonistes. Les récits, tous les récits que je viens de vous présenter, entretiennent une réflexion sur la nature des histoires, dans la relation ambiguë que toute narration entretient avec le réel qu'elle est censée raconter, sur leur pouvoir, leurs possibles, mais aussi leurs dangers et leurs dérives. Partant sur le statut même de l'histoire, entendu comme ce grand récit à l'aune duquel se trempe la mémoire collective, et sur laquelle il est impératif de réfléchir sans cesse si l'on veut éviter les pièges de l'illusion ou de la manipulation. À ce titre, les romans, qu'on aurait pu croire totalement déconnectés de problématiques historiques, participent d'un travail d'éducation à l'esprit critique. Exhibant les outils permettant de bâtir des mondes, ils enseignent à maîtriser la compétence qui fonde la relation de l'humain aux histoires, en la dotant en prime de son décodeur intégré. Je conclus. Il y a, à mon sens, 2 raisons majeures de s'intéresser à des textes dont on aurait pu penser qu'ils échappent à tous les canons de leur recevabilité. La première est pragmatique.
Il suffit de voir l'incroyable impact de telle fiction sur l'imaginaire des jeunes publics, en prenant en considération la façon dont cette fascination stimule en eux le sens du collectif et l'importance du devoir de mémoire. Quelques témoignages, entre autres. Un livre qui nous rappelle ce que notre monde a été, aurait pu être. Comment comprendre les horreurs de cette guerre? À quoi tient la paix? J'ai gardé les fautes d'orthographe des originaux. Franchement, qu'est-ce qu'on serait si l'Allemagne avait gagné la guerre? Jamais on oublie qu'on est au cœur du monde. Nous, la race humaine, sommes des êtres versatiles et nous oublions bien vite les horreurs du passé. Et ce bouquin est là pour nous rappeler les horreurs qui se sont passées. Oui, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Quoi? On les prend pour ce qu'ils sont, des témoignages. Mais en même temps, vous avez vu un livre aussi génial, un pur coup de cœur, excellent livre, extraordinairement besoin, description paternelle, j'ai adoré. Donc, à une époque où on déplore souvent le désintérêt de la jeunesse pour les enjeux politiques et sociétaux, on aurait tort, je pense, de sous-estimer une telle attractivité. Seul capable, peut-être, de réconcilier les milléniaux avec l'histoire, et combler, ce faisant, le fossé des générations. Seconde raison est théorique. Si l'on admet que la retranscription de la Shoah est par nature impensable et indicible, alors il n'est pas illégitime de considérer que le détour par l'imaginaire, aussi extrême soit-il, reste une façon pertinente de résoudre le paradoxe de l'irreprésentable. L'originalité de la littérature pour adolescents est d'affronter l'épreuve d'une narration impossible par les excès de son contenu, en la transposant dans le cadre d'une fiction tout aussi impossible par ses modalités de déploiement. Posant en principe le pouvoir de déréalisation, assumant les métamorphoses de la temporalité, exhibant les rouages de l'énonciation, de tels récits favorisent l'immersion en jouant de l'attractivité des grands motifs cathartiques. Puis, mobilisant leurs jeunes lecteurs à tenir leur place dans le processus de circulation transgénérationnelle, ils les font méditer sur le rôle du langage dans la constitution ou la déconstruction des communautés, des sociétés et des civilisations. En somme, loin de faire oublier le réel, le roman de l'imaginaire y ramène par des chemins de traverse, dans un triple objectif de sensibilisation, de responsabilisation et de réflexion. Il renoue alors avec la forme appelée de ses voeux par Georges Semprún dans L'écriture ou la vie. Comment raconter une vérité peu crédible? Comment susciter l'imagination de l'inimaginable? Si ce n'est en élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective. Sans la fiction, le souvenir périt. Merci beaucoup.